Donc, je vais me présenter très rapidement, voilà, même si on a un petit peu discuté avec Justin. Donc, je suis Dorothée, chargée d'affaires, innovation et entrepreneuriat au sein du bio-incubateur de Vraie Santé. Donc, concrètement, ça veut dire que j'ai une dizaine de startups dans mon portefeuille dont je m'occupe depuis la création jusqu'à leur première levée de fonds. En santé, enfin, moi, je suis spécialisée même en biotech. Mais j'ai aussi de la medtech et de la santé digitale dans mon portefeuille. Et on les accompagne sur tous les aspects de création et développement d'une entreprise, donc à la fois le côté scientifique et technique, juridique, financier, RH, communication, enfin voilà, c'est très large. Justin pourrait vous en parler. Et aujourd'hui, je vais vous parler des pièges à éviter en créant sa startup en santé, sachant que vous verrez, il n'y a pas de focus santé très prononcé. Ce sont des règles, disons, qu'on pourrait appliquer à d'autres typologies de startup. J'ai bossé avant dans le conseil stratégique pendant 8 ans, donc voilà, ça vient aussi de cette expérience-là. Alors, j'ai changé de slide, est-ce que vous le voyez? Est-ce que l'animation fonctionne? Ok, super. Donc, un des premiers pièges pour n'importe quelle création de start-up, c'est ne pas vouloir faire pivoter son idée, voire ne pas prendre la décision d'interrompre son projet. Ça paraît très bateau, mais en fait, on voit que tous nos entrepreneurs sont très, très amoureux de leur idée, donc de leur solution, alors qu'ils devraient l'être plutôt du besoin derrière l'idée, donc du marché, du besoin duquel ils partent, et après élaborer la solution. Et en fait, on a beaucoup de porteurs qui, bizarrement, se confrontent assez peu aux cibles de leur solution, aux bénéficiaires, aux utilisateurs. Et au lieu de comprendre leurs problématiques et enjeux, en fait, eux travaillent beaucoup sur la solution en elle-même, alors qu'ils devraient identifier le parcours utilisateur de la solution. Est-ce que la solution, du coup, répond aux problématiques et enjeux qu'ils identifient? Est-ce que leur solution, par rapport à la concurrence, a de la pertinence? Et c'est là où des matrices telles que des SWOT sont clés à faire régulièrement, parce qu'en fait, la concurrence bouge beaucoup, les opportunités, les menaces bougent beaucoup. Et donc, en fait, votre positionnement différenciant va aussi évoluer. Vous serez peut-être très différenciant à un temps T, mais 6 mois plus tard, il y aura déjà un concurrent qui sera arrivé sur le marché et il aura un peu disrupté la façon dont les choses se passent. Donc, en fait, c'est important de toujours s'assurer que son idée réponde à ses besoins, qu'il y ait une adéquation produit-marché. Et sinon, il ne faut pas hésiter à pivoter son idée, à changer un petit peu sa solution, voire à complètement arrêter son projet si vraiment on se rend compte qu'il n'y a plus de marché ou que la réceptivité est très mauvaise. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de startups en santé. Enfin, je mets ce dernier point un petit peu. Voilà, je pense que si vous vous intéressez au milieu, vous voyez souvent des très belles levées de fonds, etc. Mais en fait, il n'y a pas plus de levées de fonds qu'il y a 5 ans. Par contre, il y a beaucoup plus de startups qui se créent en santé tous les ans. Donc, ça prouve que les investisseurs restent très critiques par rapport aux projets présentés. Et que si votre projet n'est pas en adéquation avec une solution de marché, les investisseurs ne suivront pas. Donc, voilà, la conclusion un peu de ce que je viens de dire, c'est que le chemin emprunté sera peut-être, voire même forcément différent de celui que vous avez projeté en amont. Et c'est pas grave. À la limite, il faut juste se dire en partant que ce sera sûrement différent au final de ce que vous aviez envisagé. Et l'échec est une option à envisager. Et c'est pas un échec d'arrêter. C'est une décision raisonnable avant d'aller trop loin. Et j'ai mis un peu à droite de l'écran trois petits pièges, disons, qu'on voit de façon assez commune chez nos porteurs, qui sont penser connaître les besoins de ces utilisateurs alors que vous n'avez pas mené d'études de réceptivité poussées, parce que vous avez entendu à droite à gauche que tiens, ta solution, ce serait pas mal, ou tiens, j'ai tel besoin, etc. Mais non, en fait, il faut vraiment faire des études poussées, en fait, et c'est là où voilà, faire des études de réceptivité via un incubateur ou via des cabinets externes, ça a une vraie valeur ajoutée. C'est un investissement d'argent et de temps, mais ça a une vraie valeur ajoutée à la fin, ne serait-ce que pour alimenter votre dossier lorsque vous irez voir des investisseurs. Le deuxième point, c'est penser que ces utilisateurs sont en attente de son projet. Donc ça, c'est toujours un peu le rêve du start-upper de créer le besoin, mais en fait, voilà, il faut vraiment analyser son marché et se dire que les utilisateurs, ils n'attendent pas notre projet, et que quand on va sortir notre solution, même si nous, on est amoureux de la solution, bah, les utilisateurs en face, ce ne sera pas forcément le cas. Et le dernier point, c'est attendre que son projet soit parfait avant de le confronter au marché. Et ça, on le voit énormément. Beaucoup de porteurs qui réaffinent leur idée sans le confronter au marché. Et en fait, le jour où ils le confrontent au marché, eh ben, ça ne va pas. Il faut tout recommencer. Donc, l'agilité, disons, de prototyper, tester, prototyper, tester, prototyper, tester, ça a une vraie valeur ajoutée pour ne pas perdre de temps et pour confronter rapidement ses idées au marché.
Alors, le deuxième piège, disons, c'est ne pas partager son idée. Donc, je vous ai mis une petite photo de Pablo Escobar tout seul. Donc, voilà, c'est rester tout seul dans son coin. En fait, on voit que beaucoup d'entrepreneurs ont peur de partager leur idée par peur qu'elle soit copiée. Donc, on le voit très souvent quand on organise des after-work, un peu de networking entre les incubés qu'on a chez Eura Santé. On voit certains porteurs qui sont très frileux, en fait, d'expliquer ce qu'ils font, leur idée, etc. L'idée, c'est évidemment de ne pas parler en détail à tout le monde de ce qui est brevetable, voire même breveté, mais plutôt de la vision qu'on a, de l'ambition, etc. Parce que c'est pas, comment dire, un secret. S'appuyer sur le collaboratif et le collectif, c'est hyper clé pour non seulement se faire connaître, créer un réseau, mais aussi s'enrichir au maximum des expériences des autres et donc apporter toute cette expérience à la solution qu'on veut développer. Et ce qui est clé, c'est pas seulement de confronter ces idées à des gens de son domaine, donc par exemple là en santé mentale, mais d'aller voir d'autres domaines en fait. Souvent, on voit que l'innovation, elle apparaît à l'interface entre plusieurs domaines, entre la santé et la tech, entre l'agro et la santé. Enfin, donc il faut aller au-delà de son domaine et pas hésiter à vraiment entretenir un réseau qui va bien au-delà de la santé mentale. Un autre point qui est vraiment important, et ça rejoint un petit peu le premier point de se confronter au marché, c'est de s'entourer de personnes qui sont objectives, qui sont neutres. Alors là, je prêche pour ma paroisse parce qu'on est un incubateur, mais un incubateur, c'est un exemple. Il y a aussi d'autres manières de s'entourer de personnes neutres. Mais on a des startups, nous, qui se sont créées... on a des porteurs de projets qui ont créé des startups il y a quelques années. Les startups ont fonctionné, là se lancent dans une deuxième startup et reviennent quand même à l'incubateur. Alors qu'ils ont, entre guillemets, toutes les ficelles du métier, ils savent comment créer une entreprise, ils savent comment la financer, etc. Et en fait, ça montre bien que chaque idée a besoin d'être confrontée à un regard critique extérieur, en fait. Et ça, c'est hyper clé. Donc, il faut réfléchir très en amont à qui est-ce qu'on va intégrer à son board, qui est-ce qu'on va intégrer à son comité, disons, non officiel et qu'on pourra mobiliser pour challenger ses idées et qui auront un regard réellement neutre et objectif. Donc, ce ne sera pas sa mère, ce ne sera pas ses sœurs, ce ne sera pas son meilleur ami. Parce que, évidemment, et ça, moi, je le voyais aussi beaucoup dans mon activité de conseil, vous avez des porteurs de projets qui expliquent mais si je sais que c'est bien car mon beau-frère qui est cardiologue m'a dit que ce medical device il y aurait un besoin, qu'il avait des collègues qui pourraient l'utiliser. D'accord, mais c'est une personne, peut-être que parce qu'elle te connaît bien elle te fait plaisir en disant que ton idée est la bonne, mais en soi il faut le confronter à des gens beaucoup plus neutres que ça. Et donc le dernier point, je l'ai un petit peu mentionné, mais il faut s'entourer très rapidement d'un board d'advisors, donc des conseillers qui ne sont pas forcément de son secteur. Encore une fois, ici, c'est pas la thématique du secteur qui est importante, c'est le retour d'expérience et pas forcément lié à quelque chose de scientifique ou Je technique. sais pas, j'ai eu Les l'impression soft de skills comprendre. priment. Il y a quelqu'un d'entre vous qui n'est pas sur mute et on entend beaucoup de bruit de fond. Je ne sais pas si vous pouvez tous vous mettre sur mute. Sur comment, pourquoi, les mécanismes, les leviers. Je pense que... Initial, oui, tu as raison, après, on peut y aller Je peux vous mettre tous sur mute, s'il vous plaît? Voilà, merci beaucoup. Et enfin, un dernier point spécifique de la santé digitale, mais même de tout le digital en général, l'interopérabilité de la solution est clé à définir en amont. Et donc pour cela, il faut vraiment, vraiment faire la co-construction très rapidement avec les différents acteurs avec lesquels vous allez intervenir quand la solution sera déployée. On voit beaucoup de projets pour lesquels ce sujet arrive finalement relativement tard. Et les porteurs se rendent compte qu'en fait, leur solution ne sera pas interopérable. Et donc, leur logiciel va s'inscrire dans une chaîne, disons, d'utilisation de 3 ou 4 autres logiciels et leur logiciel ne sera pas interopérable avec cela, ou avec le réseau, ou avec... voilà. Et donc, la solution doit complètement être shiftée, etc. Donc, ça, c'est à intégrer très, très en amont dans votre roadmap de développement, dans votre réflexion stratégique, etc. Le troisième point, c'est vouloir rester seul maître à bord, tel le capitaine de la croisière s'amuse. Vous voulez tout diriger et vous voulez avoir, disons, la main mise sur tous les aspects du développement de votre société. Mais en fait, il faut vraiment garder en tête qu'être porteur d'un projet et futur CEO, du coup, c'est vraiment un métier à part entière. On a beaucoup de porteurs. Alors en plus, moi, spécialisée biotech, j'ai beaucoup de porteurs qui sont issus d'un milieu très scientifique, recherche publique, etc., qui n'ont pas les compétences pour être CEO.
Pour être CEO, il faut avoir une appétence pour le business, pour la stratégie, pour le management, pour le commercial, le marketing. Et en fait, ça, c'est normal que, en tant que porteur de projet, vous ne les maîtrisiez pas toutes, voire que vous n'ayez aucune appétence pour ces thématiques-là. Ça, c'est pas grave, il faut juste faire rapidement un bilan sur soi-même pour comprendre qu'est-ce qui nous motive à monter son entreprise, voir les qualités qu'on a, les défauts qu'on a, entre guillemets, en tout cas les lacunes qu'on a, et du coup s'entourer rapidement de personnes qui maîtrisent ce qu'on ne maîtrise pas, y compris d'un CEO. C'est pas parce que vous êtes le porteur principal du projet que vous serez forcément le CEO de votre boîte. Et ça, il faut vraiment vous le mettre très en amont dans la tête, ne pas vous mettre de barrière là-dessus, de vous dire il faut que je sois CEO absolument de toute façon, et maintenant il faut que j'occupe une équipe. Pas forcément. On a beaucoup de porteurs de projets qui vont devenir plutôt CTO, par exemple, et qui vont recruter un CEO de leur boîte. D'ailleurs, les incubateurs ou des cabinets de recrutement sont spécialisés là-dedans, parce qu'on sait très bien qu'il faut des qualités très particulières pour être CEO d'une entreprise. Donc, gardez pour vous les sujets sur lesquels vous avez une réelle plus-value. Si, par exemple, à l'origine de votre projet, il y a une solution qui est très technique, très scientifique et que c'est ça que vous maîtrisez, eh ben, gardez-le en main. Si le management, ça vous saoule, si d'autres sujets très triviaux comme la comptabilité, par exemple, c'est pas du tout votre truc, mais lâchez ces sujets et déléguez très vite pour vous concentrer sur la seule chose, les seules choses que vous seul pourrez faire, c'est-à-dire analyser votre marché, définir la solution et la vendre. La pitcher auprès d'investisseurs, etc. Ça, c'est vous qui pourrez le faire. C'était votre idée à la base. Donc, faire un petit bilan de compétences relativement tôt pour faire une roadmap de développement. L'idée, c'est pas forcément de recruter un CEO le lendemain de la création de votre boîte, mais en tout cas d'intégrer très rapidement le fait qu'il va falloir étoffer un petit peu votre équipe pour être suffisamment complémentaire pour aller ensuite vendre la solution à des investisseurs. Donc, analyser vos motivations à être entrepreneur, ça peut vous aider aussi à faire ce travail. À la base, pourquoi vous avez créé votre entreprise? Est-ce que c'est parce que votre rêve, c'est de diriger votre entreprise, d'être indépendant, de diriger une équipe, par exemple? Est-ce que c'est parce que vous voulez gagner de l'argent? Enfin, c'est pas du tout négatif ce que je dis, il y a rien de péjoratif derrière. Mais est-ce que votre motivation, elle est plutôt dans la création, par exemple? Ou est-ce que c'est parce que vous avez eu une idée et que du coup, tout le monde vous a dit c'est une super idée, fonce, et donc vous êtes un peu improvisé porteur de projet. Et en fonction de ça, choisissez le rôle dans votre entreprise qui correspondra le mieux. Si vous êtes plus sur l'aspect technique, comme je disais, vous pourrez être par exemple CTO. Si vous êtes vraiment dans la gestion d'une entreprise, si vous êtes très intéressé par la croissance, le développement, la stratégie, dans ce cas-là, le rôle de CEO vous conviendra très bien. Mais ça, c'est important de se le dire dès le départ. Et le quatrième piège à éviter, et ce sera le dernier, parce que je vois qu'il est déjà 13h20, c'est diriger une entreprise comme on l'a créée. En fait, c'est très lié à mon point précédent. Un entrepreneur va très rapidement devoir devenir un dirigeant. J'espère pour vous que la start-up va fonctionner, que vous allez devoir commencer à recruter, que vous allez aussi commencer à produire, à vendre, à étendre votre marché, etc. Et ce n'est pas du tout les mêmes qualités qu'on requiert en fonction des différentes phases de croissance en fait de votre entreprise. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de faire une saute avec les concurrents, etc. Une entreprise doit avoir une stratégie de développement, donc vous devez être un leader stratège. Donc ça suppose que vous devez avoir une posture et des compétences relativement différentes en fonction des différents stades de votre entreprise. Quand vous la créez au départ, vous êtes 1 voire 2, vous voulez juste déjà s'assurer que votre idée elle tienne la route, survivre disons à 2 ans sans salaire, etc. Mais ensuite, quand vous allez commencer à avoir une croissance organique de l'entreprise, il va falloir intégrer les nouvelles compétences. Et on ne peut pas avoir de croissance si on continue de gérer une entreprise comme on l'a créée. Ça, c'est Larry Greiner qui l'a dit. Et le tableau sur votre droite s'appelle le modèle de Greiner. Donc, c'était un économiste américain qui s'est beaucoup intéressé à la croissance des entreprises. Vous allez avoir, et c'est ce qu'on voit sur ce tableau, ces différentes phases de croissance. Au début, votre préoccupation, c'est de vendre. Vous avez un style de direction qui est très entrepreneurial. Vous contrôlez votre marché, etc. Vous pouvez rapidement avoir une première crise de leadership parce que vous intégrez des nouvelles personnes et vous vous rendez compte que vous n'avez pas de leadership sur les premières recrues parce que vous ne savez pas manager des gens, mais ce qui est à la limite normal au départ. Et puis, en fonction de la croissance, au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise, vous allez rechercher l'efficience, puis étendre votre marché, consolider votre organisation, puis devoir innover pour faire face à la concurrence, pour pouvoir aussi gagner des parts de marché. Et en fait, tout ça, ça va requérir un style de direction très différent. Donc, c'est quelque chose, encore une fois, qu'il faut prendre en compte dès le départ, de se dire, un leader stratège, ça doit être responsable, ça doit avoir une certaine éthique, ça doit avoir une capacité à prendre des décisions rationnelles dans l'action rapidement, etc., à accepter le changement aussi, comme je disais tout à l'heure, il faut savoir pivoter les solutions, etc.,
Et il faut se poser les questions, est-ce que j'ai ces qualités-là? Et si je n'ai pas ces qualités-là, de qui je peux m'entourer pour les avoir? Voilà. J'ai fait vite parce que j'avais un temps très, très court. Il est déjà 13h22, je ne sais pas ce que vous avez par la suite, mais j'imagine que vous enchaînez. En tout cas, voilà, ça c'était les 4 pièges que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Encore une fois, ce ne sont pas forcément liés à la thématique de la santé, mais plutôt aux startups en général. Et c'est surtout basé sur voilà, l'expérience qu'on a chez Aura Santé à force d'accompagner différents porteurs. On accompagne 90 projets en moyenne par an, donc on a un petit peu de recul sur la question. Voilà. Je ne sais pas si on s'arrête tout de suite, si quelqu'un a une question, voilà, si vous vous rebasculez tous sur l'autre salle principale, disons. Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre. Je vous ai tous tués. Je vous ai tous assommés. C'est très clair pour moi. Oui, merci Dorothée. Eh bien, de rien, désolée, c'était rapide. Mais du coup, je ne sais pas, je me déconnecte du coup, j'imagine. Ou vous basculez, non, vous ne savez pas non plus. Dorothée, on pourra avoir accès à votre présentation? Je vais l'envoyer au comité d'organisation d'IT for Anxiety. Ouais. Okay. Vous avez quoi après, du coup? Je crois que le timing, c'était 1 heure. C'était 1 heure et à 14h, on reprend les travaux de groupe. Ah, ok. Oui, parce que là, il y a d'autres ateliers qui vont se lancer. Oui, c'est ça. Parce que moi, c'était 13h, 13h20. Okay. Et je crois qu'il y en a un de 13h20 à 13h40. Enfin, voilà, vous avez différents ateliers. Donc, vous allez être basculé, j'imagine, en fonction des choix que vous avez faits lors de l'inscription. Alors, on attend qu'on nous bascule. Du coup, j'imagine. Par contre, dans la même situation que vous. J'ai envoyé un petit mail à Jean-Charles Minier qui organise. J'ai ma collègue Lisa, donc bonjour, je suis Nina de GAC Group, où on va être tous automatiquement rebasculés vers le second atelier. Voilà, donc pour l'instant, ne bougez pas, et ça va se faire automatiquement. Merci pour la présentation, Dorothée. Oui, écoutez, de rien, je vous souhaite un très bon hackathon, en tout cas, voilà, d'avoir des journées très créatives, et puis j'espère entendre parler de vous, des startups de ce hackathon. Je vous souhaite un très bon après-midi.